Donc dans cette vidéo, on va commenter l'actualité dramatique de ces derniers jours, essayer de comprendre ce qui a mené à cette situation, et peut-être en explorant des pistes qui sont, je dirais, tirées des faits. Ça fait 30 ans que nous savions, 30 ans que nous avons fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire en quelque sorte, et donc aujourd'hui on se retrouve un peu face à une situation qui nous dépasse. On est clairement dépassé, et tout cela était, quand on voit rétrospectivement les faits qui nous ont menés jusqu'à cette situation, on ne peut que dire, eh ben, écoutez, vous avez ce que vous aviez voulu. Alors, bien entendu, ceux qui ont voulu cela, ça n'est pas le peuple, ça n'est pas les paysans. Ceux qui ont voulu cela, ça n'est pas les pompiers non plus, ça n'est pas les gens de bon sens, les gens, je dirais, qui normalement et simplement se souviennent que la forêt est avant tout notre habitat naturel, notre première maison en quelque sorte, notre premier refuge. Elle est nécessaire, elle est vitale, pas seulement pour les balades du dimanche, mais aussi pour respirer et faire vivre tout un écosystème, déjà aux abois. Alors bon, aujourd'hui, il est en train de griller cet écosystème, il souffre atrocement. Les souffrances qui sont infligées à la nature, ou que la nature s'inflige elle-même, je ne sais pas, en tout cas, si la nature en arrive là, c'est bien par une action de l'être humain, et que cette action est consciente depuis le début, pour le dire simplement, et le plus simplement possible. Plus on met de CO2, plus ça chauffe. Et c'est un phénomène irréversible. Alors comment fait-on du CO2? On fait du CO2 en faisant du feu, justement, en respirant aussi, et en utilisant toutes nos usines, en brûlant du pétrole, voilà, toute combustion. Pour faire simple, hyper simple, parce qu'évidemment, il y a bien d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est ça qu'on appelle un peu notre stock carbone à dépenser, parce qu'on sait où on va. Et on sait quelles sont les conséquences de là où on arrive, quand on entend plus 1 degré, plus 2 degrés. Non, ce n'étaient pas des fadaises, ce ne sont pas des fadaises, en tout cas en ce qui me concerne, voilà, 20 ans que j'observe oui, 20, bientôt 30 peut-être, que j'observe ce qui est dit sur le sujet, tout simplement. Ce qui fait consensus scientifique, c'est le principe. C'est jamais exact. Personne ne peut prédire l'avenir, et qui aurait prédit qu'en 2026, de tels cataclysmes arriveraient, comme de par le passé d'ailleurs. Bien sûr que les cataclysmes ont toujours existé, mais d'aucuns prétendent que leur intensité est de plus en plus redoutable, hors norme, et, je le rappelle, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça, c'est fini. Et ça, c'est su. Ça, on le sait. Donc, le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ne reviendra jamais. L'été 76 que j'ai connu, je n'avais que 3 ans à l'époque, ne reviendra jamais. Les étés, les hivers enneigés, je dis pas qu'il n'y en aura pas, la météo est surprenante. C'est bien qu'il y en ait, mais bon, il n'y a plus de mer de glace, par exemple. La mer de glace, c'est une vallée de roc. Donc tout cela, non, ne reviendra pas en arrière. Pire encore, le phénomène s'accélère, semble-t-il, ce qui amène des conséquences tout à fait indésirables, que ce soit pour nous, nos voisins immédiats, nos voisins plus lointains, mais tout étant relié sur cette planète. Alors on avait les océans, la pollution ne connaît pas de frontières, et maintenant on a la pollution des airs, les fumées. Alors c'est pas nouveau, mais ça devient de plus en plus irrespirable, et j'ai envie de dire, et ça fait partie des choses dont on va parler aujourd'hui. Je pense notamment aux stocks de FFP2, qui sont peut-être pas inutiles à faire dès maintenant, selon l'endroit où vous vous trouvez, car on a tout de même affaire à un phénomène polluant. Et qui dit polluant dit vaut mieux être méfiant.
hein. On nous prévient bien souvent après des conséquences éventuelles. Donc autant ne pas prendre de risques. En tout cas, moi, si j'étais à votre place, je n'en prendrais pas et je porterais un masque FFP2, fût-il usagé. Alors en intérieur, bien entendu, si votre air est sain, très bien, mais particulièrement à l'extérieur, soyez vigilants et méfiez-vous de ce qui est dit. On entend tout et son contraire, comme d'habitude. La fumée est-elle dangereuse? Non, oui. À vous de trancher, vous êtes les seuls à le savoir. J'ai juste partagé avec vous mon avis et il me semble que la prudence est toujours à suivre. Voilà. Là, on dit que, par exemple, dans mon positionnement, bon, je suis critique. Hein, c'est Grok. Je vais demander un petit peu de me faire un résumé de ce dont on en avait parlé sur les tweets. Donc, l'intelligence artificielle de X, aka Elon Musk, qui s'appelle Grok, a fait une synthèse de mon positionnement, et c'est très utile parce que Grok peut remonter un peu dans le temps, et on peut constater que ce positionnement ne date pas d'hier, il est donc cohérent au fil du temps, et appuyé par ce que j'ai pu lire, comprendre, ou moi-même intuiter, je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas, ça n'est que mon avis personnel, et j'ai envie de dire amateur, quelque part, car je ne gagne pas ma vie avec cela, ni de près ni de loin, c'est juste quelque chose qui me concerne comme ça nous concerne tous, j'ai envie de vous dire, l'environnement, le monde dans lequel nous vivons, hein, des étoiles jusqu'au plus profond de la Terre. Ça nous concerne tous, hein. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on respire, dans quoi se baigne-t-on? Et que va-t-on boire ce soir? Alors, oui, je suis critique envers l'organisation française. Alors, j'ai pas envie de dire qu'ailleurs c'est mieux, mais je constate que l'organisation, elle est assez critiquée sur les réseaux, nous mène là où nous sommes, là où il aurait peut-être suffi de faire œuvre de prévention des moyens de défense, bien entendu, comme ça avait été réclamé. Et là, la rancœur est grande, hein, on se souvient des épisodes police contre pompiers. Et bon, voilà, on se demande qui est le pyromane dans l'affaire. En tout cas, les pompiers n'ont pas bénéficié de moyens réellement supplémentaires. Et la prévention, pareil, hein, dans tous les organismes qui s'occupent, l'industrie de la forêt en quelque sorte, hein, en France, a été tout simplement, elle aussi a vu ses moyens diminuer, hein, ils n'ont pas augmenté au fil du temps. Et on en pèse aujourd'hui les conséquences. Alors je ne comprends pas qu'à une époque où on sache mesurer le risque, hein, on sache techniquement, voilà, combien de calories se trouvent dans une parcelle de terrain, avec quelle essence, etc. Pourquoi la prévention laisse-t-elle courir à cette catastrophe? C'est que probablement la prévention a été mal pensée ou tout au moins mal mise en œuvre. Il va falloir réviser la copie, comme j'entends dire, et hélas, c'est toujours devant le fait accompli. À un moment donné, on a envie de dire, c'est pas comme si on n'avait pas tiré la sonnette d'alarme. Alors précisément sur ce sujet, non, je ne suis pas expert et je ne suis pas documenté non plus, mais voilà, des tranchées par feu, des choses qui permettent peut-être voilà, d'éviter que le feu ne se propage tel qu'il se propage devant nos yeux. Bon, voilà. Et alors bon, j'éviterai aussi le sujet des pyromanes, bien entendu, qui font assez débat. Évidemment, c'est un phénomène qui existe, hein, on peut pas difficilement le nier, c'est pas purement inventé. C'est un phénomène qui, voilà, révèle des comportements diaboliques, hein, tout simplement. L'être humain est bien connu pour son sens de l'intérêt général. Alors bien entendu, il y a des êtres humains éclairés, et j'ose espérer en faire partie, des gens qui ont encore voilà, le cœur de respecter le vivant et le monde dans lequel nous vivons, et puis d'autres qui, pour diverses raisons, ont un comportement dangereux et destructeur pour eux, évidemment, dans le cas des pyromanes, pour tout ce qu'il y a autour. Et naturellement pour eux-mêmes, enfin je veux dire au niveau du karma, on n'est pas dans le bon là. Alors on sait bien que on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, on est dans un monde en guerre, en conflit. On voit l'intelligence globale de l'homme
confronté à son intelligence individuelle, on a un vrai problème, hein, c'est le problème de la stratégie des jeux. Quand l'Europe dit on va consommer moins de pétrole parce que ce serait bien qu'on en consomme moins, tout le monde en consomme plus. Donc bon, finalement, tout le monde en consomme. Hein. Celui qui n'en consomme pas, c'est un peu comme quand on va à une fête, et bon voilà, le bar est plein, et puis on va se dire ah bah je me restreins qu'à un verre. T'inquiète pas que d'autres ne se gêneront pas et videront les bouteilles à ta place. C'est exactement ce qui se passe avec le pétrole. Alors c'est con, la fête aurait pu durer un peu plus longtemps. Là, on voit que bah, face à l'accélération des effets, il y a aussi tout ce qu'on n'avait pas prévu et anticipé, et tout ce qui fera effet domino. Aujourd'hui, on parle tout de même de plus de 220, 200, enfin voilà, des centaines de milliers de personnes déplacées en France, donc impactées en France. Ils ne sont pas juste été déplacés comme ça, tout frais payé, à la cool. Non, c'est les circonstances au moment où je parle sont, pour reprendre les mots du chef de l'État, sont les plus dures que notre pays ait connues depuis la guerre. Hein. Et en termes d'intensité, je peux le comprendre. On a affaire à un feu. Le langage utilisé est un langage. Bon, voilà, on a les soldats du feu, hein, les bombardiers d'eau. Évidemment, on est en guerre, en lutte pour notre survie et celle de notre écosystème. Hein. Donc oui, on critique, on critique, on critique. Alors on critique amer. Il est un peu trop tard hein, pour critiquer maintenant. Il était temps d'agir, mais nous avons choisi d'agir dans la direction opposée de celle qu'il fallait agir. Alors c'est pas moi qui ai décidé, hein, et pas vous non plus en général. Il y a voilà ce qu'on peut appeler simplement les forces de l'argent, hein, les forces un peu comme dans les dystopies en quelque sorte, qui cherchent à voilà, garder la main mise sur l'ensemble des ressources et les organiser à leur avantage et pas forcément à l'avantage général. Et c'est là que la question se pose. Et on en revient au début à comment partager équitablement les ressources sur cette planète. Vaste débat et je ne doute pas qu'il va susciter l'attention de chacun dans les temps qui viennent, et peut-être, hélas, beaucoup plus vite que prévu. Certains parlent d'économie de guerre, hein, pour parler du rationnement qui serait mis en place, que ce soit pour les carburants, la nourriture, les déplacements. Il y a tout un arsenal qui n'attend que d'être sorti au prétexte qui d'un conflit, qui d'une catastrophe. Voilà, on ne sait pas encore à quelle sauce nous serons mangés, hein, il y a des risques différents, et pour l'instant on va essayer de rester concentré sur ces feux de forêt hein, qui nous occupent aujourd'hui, qui occupent l'Espagne aussi, enfin je veux dire, il n'y a pas que la France qui brûle, hein, le Canada, la Californie, la Corse, bon la Corse c'est la France vous me direz, enfin bon voilà, je ne fais pas de, comment dire, de distinction, de toute façon il n'y a pas de frontières non plus, on l'avait dit pour les fumées, pas de frontières pour la solidarité humaine, j'ai envie de dire. Parce que oui, voilà, on est sensible avant tout aux impacts écologiques et humains. Le vrai objectif, et c'est peut-être là qu'on s'était trompé, c'est que le vrai objectif, ce serait de défendre le vivant, éventuellement. Hein, voilà, la vie, j'allais dire. Et on a confié cela à des gens qui avaient peut-être pas cet objectif. Voilà, qui peut-être avaient un autre objectif, un objectif euh, plus réduit probablement, parce que quand on parle du vivant, on peut imaginer le vivant à l'échelle de la planète. Hein. La planète est vivante quelque part, hein, des pôles à l'équateur. Tout ça s'est construit en des millions d'années, ça a survécu à des cataclysmes, ça s'est adapté, ça a évolué, c'est devenu magnifique. Hein. La planète, avant qu'elle ne ressemble à une grande décharge à ciel ouvert, oui, c'est ça aujourd'hui, une décharge à ciel ouvert, du nord au sud, hein, partout. Bientôt on va retrouver j'allais dire, non, pris dans la glace, peut-être pas encore, mais des déchets, les déchets sont partout. Et en ce sens, on a justement créé quelque chose
hors système, hein, quelque chose que la nature ne peut pas recycler. Alors on s'est peut-être fait un peu trop confiance, on s'est dit tiens, on va fabriquer ces choses-là et les recycler. Malheureusement, on est en train de gaspiller une énergie, on est en train de gaspiller une entropie dont nous n'avions pas un crédit infini, hein, ces histoires d'énergie infinie. Alors j'ai vu encore très récemment là un projet en Chine de fusion nucléaire. Si ça voit le jour, tant mieux, pour l'instant on n'y est pas, donc on va attendre de voir quel sera le retour d'expérience de ce genre de machines et quels seront sur le long terme ces inconvénients. Je ne doute pas qu'ils sont... J'en sais rien, à vrai dire, hein. Je suis pas expert, moi je suis un peu, j'ai envie de dire, du niveau de Michel Chevalet, voyez-vous, l'époque du Minitel, je pouvais comprendre, le poste à galène, voilà, des tas de choses on peut comprendre. Arrive à un certain moment donné, bon, la fusion nucléaire, on peut dire oui, en soirée, briller, parce qu'on en connaît le fonctionnement dans les grandes lignes, mais quel sera le retour d'expérience de ce gigantesque projet? Si c'est positif, tant mieux. En attendant, il n'est pas encore en ligne, hein, il fournit pas encore d'énergie, donc il faut voir avec ce que nous avons aujourd'hui à notre disposition, et c'est pas glorieux. Hein, que ce soit... c'est pas glorieux, je veux dire, sorti du pétrole, on est vraiment peu de choses. Alors, c'est peut-être une des choses à faire, à faire changer. Voilà. Donc, oui, il y a toujours un peu d'ironie et de sarcasme. C'est pas un problème dès l'instant où cette ironie et ce sarcasme reste humblement orienté sur des perceptions, je dirais, qui visent, voilà, à aller mieux ensemble, hein. Voilà, alors on va parcourir ensemble ces tweets qui nous montrent, hein. Bon, alors voilà, donc le VAR qui vient de faire tomber une interdiction d'aller dans les massifs, hein. Donc oui, évidemment, c'est du bon sens là, c'est incontestable, restez chez vous, hein, évitez d'aller au contact du feu ou de la fumée, et laissez naturellement circuler les gens qui œuvrent pour la sécurité de tous, ça c'est important. Donc c'est pas drôle, alors là l'ironie me fait dire, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, la forêt était, il n'y a pas si longtemps, notre refuge, notre habitat, hein, à tous, et aujourd'hui elle est interdite. Voilà. Alors, gros débat avec le président de la République, là, parce que tout à l'heure il était à Bordeaux, alors naturellement il fait son travail, tout le monde fait son travail, et c'est très bien. J'ai pas aimé la posture des bras fermés quand il écoutait, ça mérite un peu d'écoute, on sent que tout le monde est vraiment, d'abord, ils l'ont exprimé à beaucoup de reprises à bout, hein, je veux dire, fatigué. C'est difficile humainement de supporter toute cette pression, j'allais dire, des gens qui ne dorment pas jusqu'à 24 heures, hein, bien sûr. Quand on lutte, parfois jusqu'au bout. Bref, ils sont en train de tout donner, ils sont en train de tout donner, et il faut faire attention à la fatigue. Donc un président qui écoutait les bras fermés, alors voilà, il fait son travail de président, l'heure a duré pour que des vidéos soient faites, et que voilà, le système se mette un peu au pas en dépit de l'insuffisance des moyens. On sentait bien un peu le désarroi de tout à chacun, qui se sentait pas impuissant face à la situation, parce qu'elle est un peu sous contrôle quand même aujourd'hui. Ils ont quand même établi des limites et des protections. S'ils n'avaient pas œuvré, on en serait probablement à compter beaucoup plus de destruction. Donc voilà, je vais pas. Moi, le travail du président, c'est pas mon travail et c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est qu'on est justement arrivé à ce point parce qu'on a fait confiance à un système, à un État, hein, un système qui, bah, en dépit du bon sens, n'est pas au rendez-vous, n'est pas à la hauteur, hein. Et dans le débat, justement, a été évoqué
un soutien de nuit. Alors le soutien de nuit, il est terrible, parce que le soutien de nuit, quand on parle, et on entend bien, hein, c'est là, c'est là-dessus que je monte au créneau, parce que ça c'est sérieux, et ça paraît assez délirant de faire conduire des pilotes de Canadair, hein, alors, je parle pas de l'Airbus A400, la nuit, au-dessus de feu, avec des fumées, avec la Lune. Alors, bien entendu que les équipements d'aujourd'hui nous permettent d'éviter toutes sortes de situations, mais la nuit c'est dramatique, il y a vraiment des accidents et ça rajoute au drame, c'est pas la peine. On pourrait avoir un soutien la nuit, mais là je pose une question, pourquoi pas par drone, hein, j'ai beaucoup plus confiance en un drone qui va agir sous le coup d'instruments, de mesures, qu'un être humain qui va agir par rapport à ses perceptions. Il est là le danger. Et la nuit, les perceptions de l'être humain sont extrêmement faussées. D'autant plus que, avec un feu, avec de la fumée, la visibilité est très fortement altérée, on vole à basse altitude dans des conditions de largage d'eau quand même, enfin bon voilà, c'est la nuit, euh, c'est non, en fait. Ça ne devrait même pas être évoqué. Et je me demande toujours pourquoi ce genre de contradiction arrive à des moments aussi graves, en fait. On devrait tous sonner d'une seule corde, ça devrait être assez clair. Je parle de drones qui lâchent de l'eau parce que je l'ai vu sur Internet, j'ai vu un camion chinois, soi-disant, qui lâche des drones avec des bombes à eau. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas du retardant, je sais pas quoi. Techniquement, là encore, je n'ai pas étudié la question, mais l'idée a le mérite d'être vraiment exploitée, me semble-t-il. Faire voler des passagers dans un avion sans pilote, ça me paraît un peu prématuré aujourd'hui. Mais larguer de l'eau au-dessus d'une forêt en feu, par des avions sans pilote, alors là, pour le coup, vous privez pas, hein, allez-y, hein. Au contraire, c'est le moment d'expérimenter des choses. Vous qui aimez aussi bien expérimenter des choses. Non mais je sais pas, je veux dire, on a le record au plus gros bateau, la plus grosse fusée, le plus gros, bah pourquoi pas, le plus gros drone largueur d'eau, et il y a peut-être même des choses inventives à avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, un dirigeable, alors vous allez me dire, un dirigeable au-dessus d'une forêt, c'est pas la meilleure idée, non, effectivement, hein, mais un avion, enfin, je dis n'importe quoi, oui, un ballon d'une d'une forêt, bon, on peut se détendre un peu. J'arrive à faire un peu d'humour drôle dans une situation absolument pas drôle. Revenons à nos moutons, voilà, alors on a vu que les paysans hein, aidaient les pompiers, mais saviez-vous que bah oui, les gens du BTP aussi pourraient aider avec leurs camions toupies, hein, ils ont des canons à béton bah, qui peuvent tout à fait servir de canons à eau. Voilà, avec des grues qui montent très très haut, donc pourquoi se priver? Voilà à quoi ça ressemble, hein, le feu quand il arrive en ville. Là, je crois qu'on est du côté de Valence. Alors, ce sont des images qui sont un peu contestées. On ne sait jamais trop si c'est fait par IA ou pas. Certains disent que ça brûle, d'autres pas. En tout cas, si... Voilà, on sent que c'est à nos portes. Là, on a un glacier qui vient de se casser la figure. Alors, on va mettre l'image. Je sais pas s'il y a le son. C'est assez... Ouais, je vous laisse le son quand même. Ah, c'est au Groenland. Bon, il a de la chance parce que le bateau flotte, hein, il a flotté au-dessus de la vague. Mais effectivement, c'est ça que ça donne, hein, un glacier qui s'effondre. Alors lui non plus ne reviendra pas en arrière, il va pas se reformer l'hiver prochain, hein. Donc hier, on avait, oui, comme tous les soirs, intervention de la préfète, gloire à elle, courage, courage, c'est pas facile de mener des opérations pareilles, qui conçoit.
Voilà, avec des petits propos contradictoires. Néanmoins, elle a évoqué le FFP2, hein, ça me paraît pas être un luxe. Je le conseille, car voilà, si, elle a probablement dit que la fumée n'était pas dangereuse pour ne pas faire paniquer les populations, et non, il faut pas paniquer non plus. Mais bon, voilà, je pense que dans le doute, je respirais des fumées de bois, tu sais, quand on perce là, comme ça, bzzz, comment on appelle ça? L'IP. Un bois extrêmement dur, donc qui se perce avec des mèches à métal, et ça fait une petite fumée jaune avec une odeur de soufre un peu. Et c'est pas forcément désagréable pour quelqu'un qui, comme moi, a connu jadis les allumettes au soufre. Voilà, tu te dis, tiens, ça sent pas... Si, ce sont des fumées toxiques, hein, paraît-il. Enfin, en tout cas, il est très mauvais de les respirer, m'a-t-on dit. Alors, bon, j'évite de respirer ces choses. Oui, alors on a aussi un risque surprenant, mais c'est un risque sérieux, c'est des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors, la directrice de l'ARS en parlait, ils sont sur le terrain et ils prennent le problème assez au sérieux. Alors, sans que cela constitue un risque important, ça constitue tout de même, voilà, un risque par lequel il serait facile de se laisser surprendre si on ne l'anticipait pas. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore, mais toxique, hélas, à haute dose. On le respire et il vient bloquer l'usage de nos poumons, en quelque sorte, et on finit par étouffer. Alors, je ne sais pas si on s'évanouit avant de s'étouffer, ou si on s'étouffe et puis on s'évanouit. Je vous souhaite, j'ai envie de dire, de vous évanouir avant, mais il est bien là le problème, c'est qu'on s'évanouit avant de s'étouffer. Et que quand on est évanoui, c'est plus difficile de s'empêcher de s'étouffer ou de trouver de l'air un peu plus frais. Donc, et comme c'est inodore, on n'est pas prévenu, on s'en rend pas compte. On se dit tiens, j'ai la tête qui tourne, et pouf, monoxyde de carbone. C'est typiquement quelque chose qui peut arriver dans une salle de bain lorsqu'une chaudière ou un poêle mal réglé, quelque chose qui brûle en tout cas, a une combustion qu'on qualifie de combustion d'incomplète. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'air, pas assez d'oxygène qui arrive à l'appareil. Et la flamme, au lieu de dégager du CO2, comme on pourrait s'y attendre, ne fait que du CO. Pas assez d'oxygène. Alors, ce serait difficile de dire que des incendies comme ceux des Landes ne créent pas, dans certaines conditions, à certains moments, là encore je suis pas spécialiste, du monoxyde de carbone. Alors le gros avantage, c'est qu'il risque d'être chaud, donc de s'élever dans les airs, mais avec le phénomène de canicule qui va se présenter, des températures qui peuvent atteindre à certains endroits, j'allais dire 50 degrés, mais bon, je suppose que si on met un thermomètre sur du macadam bien foncé en plein soleil, je sais pas quelle température il atteint, mais probablement, voilà, ça chauffe. Et donc ce monoxyde de carbone pourrait très bien, par hasard, et sur un malentendu, se retrouver au niveau du sol. Et là, c'est problématique si des gens ont la mauvaise idée de respirer à ce moment-là. Enfin, c'est pas une idée, c'est comme ça. Voilà. Donc, faire attention à ça. Le monoxyde de carbone. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu aujourd'hui, hein. On l'anticipe. Et ce serait bien le diable, j'ai envie de dire, qu'il y ait des victimes à cause de cela, mais voilà, faut se méfier. Après, ça peut aussi concerner des animaux, hein, du bétail ou quoi, qui seraient exposés à justement des nappes. Voilà, alors c'est pareil, hein, on parlait d'ambiguïté, alors sur les agriculteurs, faut-il que les agriculteurs aident ou pas les pompiers? La réponse est claire, le pouvoir ne lâchera jamais le pouvoir, donc pas d'initiative, pas d'opération erratique dans un coin. Alors c'est un débat évidemment contradictoire avec l'urgence. L'État, l'autorité n'a pas plus de compétences qu'un individu ou un groupe, une foule, pour résoudre une situation d'urgence. Hein. Les gens savent en général très bien comment sauver leur peau. C'est par exemple le cas sur les évacuations où l'État vous dit que si vous ne suivez pas la flèche, ça va être la panique. En fait, on se rend compte que les gens, quand on leur dit que c'est la merde et qu'il faut qu'ils s'en aillent, ils s'organisent et ils y vont. Hein. Il n'y a pas de panique ou pas, il faut les informer. On se souvient
des accidents industriels à Rouen, hein, où les sirènes d'alarme n'avaient pas été déclenchées. Alors c'est bien la peine de nous embêter avec des exercices toute l'année, des sirènes et des téléphones qui se déclenchent, mais alors quand on en a besoin ou quand ce serait opportun de les déclencher, on les déclenche pas, et quelques temps plus tard, on vient de dire que les fumées étaient toxiques et qu'on aurait mieux fait de ne pas les respirer. Alors bon, voilà, c'est pour ça. Prenons les devants. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît, mais faut prendre les devants. Voilà, alors oui, ça fait chaud au cœur de voir les voisins, les Suisses, les Croates, prêter un coup de main. On sent que face à ce combat, tout effort est le bienvenu. Après, on voit comment ça se passe, hein, tous ces gens qui sont délocalisés, qui sont simplement sortis de chez eux, hein, sortis de leur endroit de villégiature, de vacances. C'est beaucoup de perturbations, donc bon, j'imagine en plus que la circulation dans le coin ne doit pas être facile. Donc il va falloir apparemment prendre le mal en patience. Maintenant, personne ne sait combien de temps. Hein, quelques jours, quelques semaines, bon, j'allais dire quelques mois, non, on espère évidemment que non, des mois non, mais ça va être trop long de toute façon, ça peut être des jours qui vont sembler comme des mois, quoi, hein, j'imagine. En tout cas, voilà, le terme de réfugié climatique, on peut l'avoir, hein. Moi je l'avais pas le galvaudé un jour où effectivement je suis sorti de chez moi à cause d'une inondation. Inondation, vous allez me dire, bah oui, il fallait pas construire en milieu inondable. Et bon, c'est pas moi qui ai construit, hein, mais voilà, c'était peut-être pas inondable avant. Et puis ça l'est devenu le temps d'un flash flood, comme c'est à la mode de le dire, ces espèces d'orages où il pleut en quelques minutes, toute une saison littéralement. Donc l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer, elle ruisselle et elle s'accumule. Voilà. Donc la violence, bah oui, la violence des feux, la violence des soldats, hein, qui avancent face au feu, elle est totale. Elle est totale, il n'y a pas d'autre mot, hein. Enfin moi je le ressens tel quel, c'est effectivement... On parlait de la dernière guerre tout à l'heure. Les hommes qui montent au feu risquent leur vie, littéralement. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait hélas déjà des victimes, et j'ai bien peur qu'il y en ait d'autres, hein, tout simplement parce que la fatigue arrive. Et la fatigue et le chaos aussi, hein. On démarre sur un feu qui est à peu près cohérent, qui est à peu près groupé, et qui a encore une taille, j'allais dire humaine, non, mais bon, c'était déjà un monstre. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus fragmenté, tout simplement, et que donc, ça rend certainement pas plus simple les opérations sur le terrain. Les choix à prendre, j'imagine, voilà, les choix à prendre. Quand on prend un choix, on prend toujours un risque, le risque de faire le bon ou le mauvais choix. Et j'ai cru comprendre de loin comme ça que c'était pas facile. Donc force, parce que là c'est de l'humain, hein. C'est de l'humain, c'est aussi pour ça que j'aime insister sur ces histoires de drones, alors que ce soit des drones aériens ou des drones terrestres aussi peut-être, hein, qui pourraient oui, enfin voilà, des espèces de robots arroseurs, quoi. Enfin, je sais pas, il y a une copie à revoir sur les feux de forêt. J'ai entendu dire aussi, et c'est légitime, que les tenues de pompiers étaient adaptées aux feux d'appartement, hein, on imagine bien, mais pas du tout aux feux de forêt. Ceci dit, qu'ils auraient tout simplement très chaud. Alors bon, oui, on peut comprendre qu'ils aient chaud et que ce soit peut-être pas adapté aux feux de forêt. En tout cas, en attendant, je leur souhaite d'être en sécurité. Et pour ce qui est du confort, de prendre ce problème au sérieux, parce que un confort, un mauvais confort peut entraîner, bah voilà, hein, des faiblesses, et on a besoin de toutes ces forces, hein, quand on est au combat. Voilà, alors bon, là on voit ces citoyens paysans ou citoyens du BTP qui œuvrent, hein, sans attendre l'autorisation, tout simplement pour débroussailler, avancer des choses qui peut-être auraient dû être faites et organisées avant, hein. L'État qui aime bien organiser les choses aurait pu organiser tout cela avant, à la cool, hein, je dis, tu vois, pas 3 semaines avant, je veux dire, on a toute l'année pour débroussailler. Des fois, les hivers, on s'ennuie, enfin non, on s'ennuie pas, c'est une question d'organisation, il faut le faire.
Je comprends pas, hein. Enfin si, la seule raison pour laquelle je comprends que ça n'ait pas été fait, c'était qu'on s'attendait à ce que voilà, ça brûle. Ça devient, à un moment donné, faut dire une évidence, c'est-à-dire que il y a des sonnettes d'alarme qui sont tirées, des choses qui doivent être faites, elles ne sont pas faites, et après on arrive devant le fait accompli. Alors oui, le phénomène aujourd'hui est plus important que ce à quoi on s'imaginait, mais on n'avait rien fait en amont. Enfin, qu'avions-nous fait en amont? Je sais pas, répondez-moi, dites-moi que je me trompe et que oui, on avait tout fait, c'était super. Non, non, visiblement non, ça se propage et c'est encore aujourd'hui inquiétant, hein, voilà, préoccupant, plus que préoccupant, parce que bon, si tout va bien, on peut s'imaginer à ce que voilà, ça, ce soit à peu près maîtrisé, à peu près, bientôt, une sorte de jour, tout au plus. Mais vous connaissez l'histoire, la canicule arrive, et d'autres complications pourraient très bien arriver. On a vu notamment cette histoire de cumulonimbus d'origine du feu lui-même, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le pyrocumulonimbus, hein, finalement dans pyrocumulonimbus il y a pire, c'est pas un nom très glorieux, en tout cas ce pyrocumulonimbus a la faculté, le super pouvoir de lancer des éclairs qui vont provoquer d'autres départs de feu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et face à cela, alors ça effectivement, il paraît qu'on n'avait jamais vu en France ce genre de phénomène. Il arrive, voilà, tu fais un feu, quelque part, le feu, il se sent bien, il dit moi je vais me reproduire, voilà, c'est un peu la colère des dieux, quoi. L'éclair lancé sur le sol. Donc on est mal, j'allais dire, on est mal barré, oui, c'est pas, voilà, des images hein, qu'on voit. Alors avant, on les voyait loin. Maintenant, on les voit près de chez nous, bien sûr. Bon, alors moi, ça m'évoque des vacances, hein, tout ça, l'Espagne, la dune du Pilat. On va passer y faire un tour. Voilà, Bordeaux, maintenant qui va peut-être être renommé en bord de feu, hein. Voilà, c'est un peu comme une évolution Pokémon. Alors, la fumée, tout à fait impressionnante, hein, comme je vous disais, qui va littéralement traverser, hein, traverser la France, hein, elle descend voilà, jusqu'à la Méditerranée. C'est absolument délirant. On avait déjà vu ça, hein, alors naturellement, voilà, bon là, il y en a un peu plus que d'habitude, c'est tout. Mais on avait déjà vu ça, alors les cartes hein, se succèdent et se confirment, il y a bien ce panache de fumée. Cotignac qui était un endroit où j'ai passé des vacances, je connais bien Cotignac. Je n'ai jamais vu ça. Le feu est arrivé et au moment d'arriver sur le monastère de Saint-Joseph, le feu a contourné le monastère et il est reparti, il a refait une boucle, il est allé après vers Notre-Dame-de-Grâce et le Voilà, tout ça parce que enfin, même chose. les sœurs avaient mis de l'eau autour du monastère et le monastère a été protégé. Tellement il y avait du vent. C'est un mythe. C'est un miracle, bah, ça fait un peu léger au cœur, hein, voilà, ça fait du bien. Voilà, un petit miracle dans l'enfer, ça me fait plaisir. On a eu aussi voilà, la journée du 23 juillet, qui a été pendant ce temps-là la plus chargée en trafic aérien de toute l'histoire du trafic aérien. C'est bien, alors on va dire oui, l'avion, bah oui, bon, voilà. J'ai rien contre l'avion. Moi, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que je le prends plus. Voilà, je l'ai pas pris. Je le reprendrai. Je l'ai pris déjà. Donc, j'ai pas de leçon à donner à personne en termes de bilan carbone. Je constate juste que d'un point de vue global, il y en a de plus en plus. Ça devrait y en avoir de moins en moins. Pas seulement parce que je prends moins l'avion, hein, mais simplement parce que l'avion, voilà, c'est pas un transport d'avenir. Pas de pétrole, pas d'avion, donc l'équation elle est vite vue. Alors, ceux qui peuvent dire oui, le pétrole, il y en aura à l'infini, c'est une croyance, me semble-t-il. Moi j'ai la croyance inverse que le pétrole, il n'y en a pas à l'infini. Mais bon, ceux qui pensionnent à l'infini, oui, j'ai vu une théorie hein, qui disait comme quoi le pétrole, c'était l'huile des entrailles de la Terre, un peu comme si, voilà, une espèce de graisse que les noyaux fabriquent à longueur de journée, un peu comme nous, on fabrique du liquide pour, tu sais, nos articulations, quoi.
Bon, c'est une théorie, hein, c'est la première fois que j'entendais ça, ça m'a fait un peu plus sourire que remettre en question ce que je pense qu'on nous dit depuis le début. Voilà, le pétrole, on va vers une pénurie, en tout cas c'est ce qui fait consensus, voilà, on sait que on a une certaine quantité, qu'elle ne se régénérera pas, on a des preuves hein, que ça vient bien d'une époque lointaine. Alors après, moi, je veux bien croire toutes les théories, mais je reste sur mes croyances de près d'un demi-siècle, même si des fois je révise certaines copies, notamment sur... voilà, on va pas rester, on va rester sur le sujet. Mais on peut réviser des croyances tout à fait, hein. En attendant, pétrole ou pas pétrole, c'est le problème du CO2, et là aussi, c'est l'autre côté qui te coule, et sans même parler de CO2, on pourrait parler d'entropie. L'entropie, on peut pas l'augmenter à l'infini. Après, le chaos, nécessairement, nous regagne, hein, nous retombe dessus. C'est la vie, c'est la lutte de l'organisation contre le chaos. Et voilà, pour rester organisé à l'intérieur de notre corps, on doit organiser le chaos à l'extérieur, hein. On fait pipi, on fait caca, on respire. On vit déjà. Juste par vivre, pour maintenir à l'intérieur, on mange, on crée du chaos. Quand on mange, on crée du chaos à l'extérieur. Pour rester alors en ordre à l'intérieur. C'est la vie. Donc, ce processus, tu peux pas aller en arrière, hein, l'entropie peut pas baisser comme ça par miracle, hein, tu peux pas prendre du chaos et que tout à coup ça va te faire un truc beau. Non, non, quand c'est foutu, hein, comme je disais, une forêt qui a brûlé, elle ne rebrûlera plus. Voilà, des animations, alors ça donne lieu à des animations toujours aussi un peu, c'est toujours spectaculaire, hein. Là on voit, voilà, la progression du feu, et le vol des avions, hein, le vol des Canadair, qui vont venir arroser le feu au fil des jours. Donc voilà, c'est quand même une opération, un chantier, comme ils disent, assez spectaculaire, avec des images évidemment qu'on a vues 1000 fois et qu'on n'a pas envie de voir tous les jours. Mais ceux qui sont en dessous ont encore un peu de patience à avoir. Tu vois, voilà, d'autres choses qui génèrent de la fumée. Là, on a le décollage de Starship 13 qui a réussi la performance de revenir sur Terre, plus exactement dans la mer, se poser intact, hein, amérir en quelque sorte, intact et fonctionnel. Voilà, donc là ça décolle. Il y a une bonne petite dose de CO2 qui est envoyée dans l'atmosphère. Alors c'est du CO2 propre, hein, vous me direz. Non, blague à part, j'ai pas les... Je sais pas quel impact ça a sur l'environnement. On voit des oiseaux là qui doivent être un peu assourdis. Parce que j'imagine que ça dégage beaucoup de décibels, voilà, les oiseaux qui passent. Ils ont dû s'en prendre plein les oreilles, les pauvres. Donc oui, oui, bien sûr qu'il y a un impact écologique. Là, on a affaire à la Corse, hein, voilà, la Corse cellule orageuse, voilà. Très grosse activité électrique. Ça, c'est l'Espagne. Bon, l'Espagne, on retrouve les mêmes images qu'en France, à peu de choses près. C'est le chaos, hein, du feu, de la fumée, bonnes vacances, voilà. Les animaux, tout compris, les animaux, ils savent qu'ils sentent qu'il y a le feu, alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont dans la piscine, hein, tout compris. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Séquence BFM. Là, je me trouve en haut de la dune du Pilat pour faire le
le coucher de soleil. Et là, vous voyez, il y a le Lège Cap Ferret qui est là. Et ici, vous avez le feu, voilà, qui a pris, je pense que vous avez vu les informations, à Lège Cap Ferret. Et si je fais le tour, comme ça, on a encore un autre feu qui s'est déclaré là. Apparemment, ce serait Biscarros. C'est vraiment un truc incroyable. Voilà, c'était pour vous partager du haut de la dune du Pilat. Vous avez un coucher de soleil quand même magnifique. Donc là, on mélange le paradis et l'enfer. C'est ça, mélange du paradis et de l'enfer, exactement ça. Donc toutes ces cartes... Ah oui, alors oui, discussion nucléaire. C'est rigolo, enfin rigolo non, mais bon voilà, on a quand même quelques sites importants, hein, voilà. Je crois que là justement, voilà, le CEA, c'est quelque chose quelque chose à voir avec l'atome, me semble-t-il. C'est du côté de Marcheprime. Alors oui, je crois savoir qu'au moment même où je vous parle, ça bataille fort à Marcheprime hein, pour limiter, j'imagine, les dégâts dans la zone. De toute façon, c'est une zone à protéger, puisque plus on s'approche de la métropole bordelaise. Et je leur souhaite de tenir bon face à l'assaut et aux pollutions. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Notre maison. Ouais, tu vois, je fais même pas de commentaires. Hein. Voilà, un graphique un peu dérangeant aussi qui nous a été passé par Serge Zaka. Voilà, donc là on est sur un graphique qui nous montre que à juillet 2026, eh bien on est complètement hors norme par rapport au nombre d'incendies en France, et ce, bien avant la période du pic plutôt attendue au mois d'août. Alors quand je dis hors norme, je vous laisse... Après c'est la forme du graphique, hein, là on va être obligé de prendre une échelle logarithmique, hein, si elle n'est pas déjà, non elle n'est pas évidemment, elle est linéaire. Mais voilà, on parle donc en nombre d'hectares. Ok, voilà, donc hectares, c'est juste démentiel. Ouais, tu vois, je suis en train de comprendre le graphique, enfin, je l'avais sûrement compris la première fois, mais c'est tellement énorme que tu vois, faut du temps pour le comprendre. Donc en bleu, c'est la moyenne. Voilà. Donc on voit que la courbe rouge de cette année donc, est totalement au-dessus de la moyenne donc, depuis le début de l'année. Mais on était encore dans la zone grise, qui est la zone, je dirais, minimum, maximum. Qui remonte un petit peu la moyenne, mais voilà. Et là, dans la zone minimum, maximum, donc la zone grise, elle est explosée à partir de juillet. Voilà. Je peux comprendre maintenant pourquoi les mecs ils disent « Ah, oui, c'est hors norme ». Et la mauvaise nouvelle, quand on est j'allais dire scientifique, j'allais dire quand on est habitué au graphique, hein, et qu'on voit ce genre de courbe, on se dit qu'elle va pas
Ça va pas se calmer. Alors ça, c'est une vision très abstraite, personne ne peut prédire l'avenir, ce que je viens de dire là, c'est une pure intuition. Mais quand tu vois une courbe partir vers le haut comme ça sent pas bon. Voilà, alors cette photo, elle a fait beaucoup parler d'elle, vous avez dû la voir 1000 fois. Voilà. Ça brûle, je regarde, bon, moi je fais pas mieux, hein, je suis assis sur mon ordinateur. Néanmoins, j'essaye de comprendre avec vous ce qui arrive, ce qui doit être fait, voilà. Oui, en Fontainebleau qui brûle aussi, hein. Faut écouter les anciens ils savent, hein, ils savent comment laisser la terre vivre. Alors oui, après des fois peut-être que ça demandait des moyens, il faut se donner les moyens, et aussi les moyens de l'éducation, hein. J'ai l'impression que plus personne n'est éduqué dans ce pays, j'allais dire sur cette planète. Mais voilà, il y a l'échec de tout un système, hein, je ne blâme personne. On va dire oui, c'est de la faute, ah, ouais, ça fait 30 ans que les mauvaises décisions nous amènent au mauvais endroit. Voilà. On y allait de toute façon au mauvais endroit, mais ça pouvait arriver plus tard, on pouvait être plus préparé, hein. Là, c'est un peu, voilà, le choc. Donc c'est pas comme si c'était voulu, mais enfin bon, c'est un peu comme si on... Voilà, en tout cas le phénomène s'est accéléré, ça c'est un fait. Alors, bien sûr que c'est atroce pour les animaux, hein, les pauvres animaux sont traumatisés. Il y a toujours une musique un peu dramatique, on est un peu dans Interstellar, hein, tu sais, cette fin du monde un peu lente. Donc voilà, c'était la revue de tweet un peu tristos. Un peu Christos, ça fait un peu peur d'ailleurs dans ce monde, on se dit qu'on critique aujourd'hui, peut-être que demain mon compte sera fermé, censuré, peut-être, voilà, viendront-on me chercher, Manu Militari, tout simplement parce que, effectivement, comme je l'avais dit en introduction, je suis un peu critique à l'égard du système, un peu sarcastique. Néanmoins, j'essaie de rester objectif par rapport à la situation où on est, hein, qui n'est que le fruit de décisions qui ont été prises et appliquées, et visiblement, c'était pas les bonnes. Et visiblement, d'autres signaux indiquaient que ce qu'il aurait éventuellement fallu faire. Alors je dis pas que si on remontait en arrière, ce sera à refaire. Je suis moi-même quelque part responsable, hein. J'ai tenté de militer en quelque sorte, de sensibiliser, de parler autour de moi. Et c'est vrai que, bah, quand j'arrive aujourd'hui, tu vois, je suis une des rares personnes à porter des t-shirts qui ont des années, sinon plus, des dizaines d'années parfois. Voilà, à essayer d'avoir une empreinte carbone la plus modeste possible dans un monde moderne tout de même, où je m'éclaire et je fais tourner des machines, où je roule en véhicule thermique, donc je suis loin d'être exemplaire, c'est vrai. Néanmoins, j'essaye à ma petite mesure d'être économe. Je suis économe, je dirais, par nature, hein, utiliser le moins d'eau possible, le moins de ressources possibles, simplement parce que il en faut peu pour être heureux, comme dit la chanson. En tout cas, il en fallait peu, et surtout, il faut faire attention à se protéger, à être déjà certain qu'on est en sécurité là où on est, hein. Restez pas près des falames, n'allez pas contre les avis de, comment on appelle ça, pas d'expulsion, mais d'évacuation, bien sûr, respectez tout ça, de toute façon, ne serait-ce que pour laisser travailler les gens qui travaillent sur ces chantiers et à qui on peut faire confiance. Voilà, j'ai mes chiens qui m'indiquent que ce live était un peu long et qu'il est temps de revenir à quelque chose. Voilà, je disais, ça fait 30 ans hein, qu'on nous emmène là où nous en sommes, en dépit du bon sens paysan, populaire et scientifique, pour ne sauver qu'une seule chose, le pouvoir illusoire d'une caste sur le reste du monde. C'est une dystopie, bah oui, parce que ce qui s'écroule là, c'est la base de tout, hein. Donc, le pouvoir ou les esprits mal éclairés qui auraient orchestré tout cela, ou qui tout au moins auraient favorisé
les conditions pour que cela arrive, et hélas, voilà, même des fois ne rien faire, c'est déjà agir contre, hein, donc on peut pas... voilà, il y a sûrement des responsables, eh bien... Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont, hein. Ils ont peut-être l'illusion qu'on peut vivre dans un bunker. Eux, ça les amuse peut-être, hein, peut-être que dans leur mental... Il y a des gens, sûrement, il y a bien des gens qui sont capables d'allumer des forêts, alors il y a des gens qui sont capables de se dire « je vais me mettre dans un bunker et je serai bien hmm. ». Mais c'est pas ça la vie c'est respirer, c'est marcher dans une forêt, c'est aller se baigner dans la mer, hein. Aller, j'allais dire skier en montagne, c'est peut-être pas très écologique ça, mais au moins aller y faire une bonne balade en raquette, hein, et redescendre en parapente, et pourquoi pas, voilà, profiter de la beauté de la vie sur Terre, quand le ciel est bleu et qu'il n'est pas plein de fumée ou de nuages. Souvenons-nous de cela, et souvenons-nous-en pour le défendre le mieux que nous pouvons. Il y a aussi voilà, cette part de responsabilité que nous avons, parce qu'on nous a confié une planète, et que si on croit, et j'espère que c'est votre cas, que la vie va continuer sur cette planète, eh bien il faut voilà, lui donner les chances d'avoir accès à la vie, tout simplement, au meilleur, hein. Le meilleur est simple, hein. Le meilleur, je suis désolé de vous le dire, mais c'est dans la forêt, hein. C'est dans la mer, voilà, enfin, la nature, quoi. Et je sais bien que au moment où il se passe tout ce qui se passe, et que vous êtes à la mer ou à la forêt, et bon, c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas au top. En plus, voilà, il va faire chaud. Ça nous tombe dessus aussi. Personne, hein, voilà, ne sait exactement où tout cela va nous mener. En tout cas, que ce soit cette année, l'année prochaine, les temps qui arrivent vont être surprenants, que ce soit d'un point de vue naturel ou politique, évidemment, parce que quand la nature nous donnera un peu de répit, j'imagine que nos politiques occuperont l'espace, hein. Et sur ces bonnes paroles, je ne peux que, voilà, vous dire de garder la foi, hein. On sait pourquoi on est là. Je vous remercie aussi d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous avez écouté jusqu'au bout, ça vaut le coup de vous abonner, comme ça vous aurez les notifs pour les prochaines.